Bienvenue pour cette deuxième partie des Écus-Rencontres 2014 sur le Salon du Cheval. Et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marie Denoy. C'est le pape de la biomécanique équine, en tout cas reconnu comme tel dans le monde entier, ancien directeur du CIRAL. Il est également président de l'ISELP, International Society of Equine Locomotion Pathologists, qui intègre des vétérinaires de tous les continents. Et il nous fait l'honneur de venir vous présenter cet après-midi une conférence sur la kinésithérapie et la réadaptation du cheval, de sport, de course ou de loisir. Je lui cède la parole pour une trentaine de minutes. Merci Michel, merci pour l'invitation. Bon, c'est un plaisir pour moi d'intervenir auprès de professionnels parce que beaucoup de nos informations viennent des utilisateurs de chevaux. Donc, je vais vous parler de kinésithérapie et réadaptation fonctionnelle parce que évidemment, pour traiter les chevaux de sport et de course, les moyens chirurgicaux sont limités, les moyens médicaux sont limités par les contrôles antidopage, et puis tout ne peut pas se traiter par des moyens médicamenteux. Et à côté de ces éléments, l'entretien physique du cheval et la réadaptation fonctionnelle tiennent une place de plus en plus importante, en particulier chez les chevaux de sport et de course de haut niveau. Donc le cheval est surtout utilisé pour sa locomotion. Les troubles locomoteurs, bien sûr, sont fréquents en raison des contraintes mécaniques sur l'appareil locomoteur au niveau articulaire, tendineux, musculaire. Ces troubles locomoteurs s'expriment par des boiteries et des défauts de performance. Et la gestion des troubles locomoteurs du sportif est bien sûr habituellement réalisée dans le milieu vétérinaire par les médications et parfois par la chirurgie. Mais comme je viens de l'annoncer, il y a des limites à ces procédés. Et quand on voit les contraintes biomécaniques exercées sur un cheval en compétition, notamment ici lors de thèse à Lexington 2010, au cours d'un saut sur cet obstacle, les contraintes biomécaniques exercées sur l'appareil locomoteur sont très élevées. Et une façon de gérer, bien sûr, au mieux la longévité de l'appareil locomoteur de ces chevaux, c'est de gérer les contraintes biomécaniques. Donc, je vais parler de plusieurs façons d'aborder la kinésithérapie et les soins de ces athlètes, et en particulier de la kinésithérapie que j'appelle active, c'est-à-dire c'est le cheval qui travaille, et en travaillant selon des protocoles appropriés, on arrive à gérer un grand nombre de troubles locomoteurs chez les chevaux, et je vais vous en donner des exemples. Le contexte, c'est, bien sûr, dans une approche vétérinaire, c'est de connaître la cause des lésions. C'est premièrement d'identifier les lésions, deuxièmement, de connaître la cause. Et chez les chevaux athlètes, les lésions sont souvent des lésions progressives de fatigue tissulaire, c'est-à-dire de fatigue osseuse, de fatigue de l'appareil tendineux. Et ces lésions de fatigue ont toujours une origine biomécanique. Donc, les champs d'action que les vétérinaires et les professionnels ont à leur disposition, c'est de manipuler la biomécanique des lésions pour favoriser la cicatrisation tissulaire et bien sûr améliorer le confort des chevaux. Comment peut-on manipuler les contraintes biomécaniques de la lésion? On va le voir dans un instant. L'objectif, c'est d'éviter l'aggravation des lésions et de favoriser la cicatrisation. Mais on comprend bien que dès le départ, la première étape indispensable, incontournable, c'est l'identification précise et documentée des lésions. On ne peut pas faire de la rééducation chez un cheval sans avoir fait de la rééducation appropriée au cas spécifique d'un cheval, sans avoir fait un bilan médical et une identification précise et documentée des lésions. Ensuite, il faut savoir comment les différentes parties du corps du cheval fonctionnent, c'est-à-dire avoir des notions de biomécanique, notamment des éléments lésés, c'est-à-dire biomécanique de l'appareil de l'os naviculaire, biomécanique du ligament suspenseur du boulet, par exemple. C'est indispensable si on veut faire de la rééducation appropriée. Et ensuite, il faut connaître, bien sûr, les exercices qui permettent de mettre en situation de tension, de contrainte ces éléments, ou au contraire, les exercices qui vont permettre de réduire les sollicitations mécaniques sur les lésions, encore une fois, dans deux objectifs, éviter l'aggravation et limiter la douleur. Quelques exemples pour que ces données-là soient concrètes. Lésion du pied. Vous avez là un cheval, vous voyez, très handicapé, qui a de l'antérieur gauche, qui a une tendinite sévère du tendon fléchisseur profond du doigt dans le pied. Une tendinite sévère dans le pied. Le gros tendon qui va s'insérer sur la troisième phalange. Vous voyez que quand il marche au pas,
hein, notamment à main gauche, hein, c'est l'antérieur gauche qui est affecté, il est très douloureux. Regardez ce même cheval en ligne droite. Ce cheval en ligne droite a une locomotion qui est très améliorée. Évidemment, il a une réduction de la phase de suspension, on le voit bien, mais il est moins handicapé et moins douloureux qu'au pas. Hein, et ces données-là, cliniques, servent aussi à la rééducation des chevaux. Regardez le même cheval sans anesthésie sur sol mou. Hein, il est au trot, il reste gêné au trot sur sol mou à main gauche, mais il est très amélioré par rapport à la façon dont il se présentait au pas sur sol dur. Donc tous ces éléments-là, issus de l'examen clinique, même sans avoir fait d'imagerie, hein, d'examen radio-écho, vont nous servir pour faire la rééducation du cheval. C'est ce que j'appelle faire un examen documenté au départ pour savoir comment on va pouvoir utiliser ces éléments-là dans la rééducation du cheval. Et dans la rééducation des lésions distales des membres, les sols sont essentiels. Ici, ce sont des photos de quelques pistes à Newmarket. Hein, c'est essentiel chez le pur sang, c'est essentiel dans toutes les disciplines. Je vais préciser quelques éléments de ferrure kinésithérapique et les exercices appropriés découlent en gros de l'examen clinique qu'on a fait. Alors, ferrure kinésithérapique pour traiter, dans le cas présent, une tendinite du perforant. En fonction de la sévérité des signes et des lésions, on va utiliser des fers de plus en plus efficaces. Par exemple, le fer inversé ici, avec un soutien des talons prolongé, est plus efficace que le fer qu'on appelle Egbarchou ou fer ovale. Et puis quand le cheval va cicatriser ses lésions, eh bien, on va changer également la ferrure. Donc si vous voulez, la gestion de ce cas uniquement par la ferrure va être plus efficace que par toute médication ou toute chirurgie potentielle. Et un seul exemple pour illustrer ces données, ça c'est un cheval que j'ai vu quand il avait 7 ans à Maison-Alfort. Il avait une tendinite du perforant dans le pied tellement sévère qu'il était en suppression d'appui, comme s'il avait une fracture ou un abcès. Eh bien ce cheval-là, uniquement en lui mettant un fer à l'envers, il a pu tous les ans, il a pu cicatriser complètement avec un tendon qui reste très déformé. Vous voyez, j'ai un suivi de plus de 7 ans sur ce cheval-là. Et tous les ans, ce cheval-là était capable d'être performant au niveau CSI 2 étoiles, niveau championnat de France, 1m35, 1m40, uniquement par la ferrure. Alors que c'est l'une des tendinites les plus sévères du perforant que j'ai vu chez les chevaux. Hein, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin nécessairement de chirurgie ou de médicaments pour soigner les chevaux. Si on sait regarder l'expression clinique des chevaux, analyser les contraintes mécaniques sur les lésions, on peut gérer ces contraintes mécaniques et permettre aux chevaux de rester performants. Le deuxième exemple au niveau du pied, c'est les desmopathies, les lésions, les entorses des ligaments collatéraux. Vous voyez, par exemple, quand un cheval est sur le cercle, comme ici, il a des forces très élevées sur les ligaments collatéraux. Si vous regardez ici au ralenti, hein, là j'ai mal pour le cheval, hein, sur son ligament collatéral interne. Il a des tensions très fortes sur son ligament collatéral interne, collatéral externe ici, hein, le ligament qui est à la face médiale du pied, à la face interne du pied. Là, on a de très fortes tensions. Eh bien, pour les chevaux qui ont des lésions des ligaments collatéraux, en analysant les contraintes mécaniques et en sachant, par exemple, que c'est le ligament externe à l'appui, le ligament opposé à l'appui qui va être tendu, on va pouvoir mettre le cheval dans des situations favorables grâce à une ferrure asymétrique qui va lui soulager le ligament lésé par une branche plus couverte du côté de la lésion. Et en travaillant le cheval en ligne droite et sur sol souple et en excluant le travail à la main sur le virage qui tend son ligament, on va pouvoir favoriser la cicatrisation et toutes ces entorses du pied ont un bon pronostic si la gestion uniquement par la ferrure et par le type d'exercice et par un sol approprié est mise en œuvre. Pour prendre des cas un petit peu plus compliqués, par exemple les lésions méniscales chez le cheval. Ça, c'est un cheval de haut niveau, de CSO. C'est idem de Bneville, un cheval des haras nationaux, hein, qui boite du postérieur droit. Vous voyez cette boiterie postérieure droite. Hein, donc on la voit très bien ici sur le cercle. La boiterie postérieure droite. Le cheval appuie sur son postérieur gauche. Ce cheval-là, quand on l'a examiné complètement et on a fini par identifier sur le grasset en flexion une lésion assez sévère de l'attache de son ménisque, l'attache antérieure de son ménisque interne, celui-là, l'attache antérieure de son ménisque interne. Ça, pour être simple, c'est une image échographique normale de l'attache du ménisque. Ici, vous avez une image échographique anormale. Vous voyez bien qu'on a des zones noires ici, hein, une surface osseuse irrégulière. Donc, c'est une entorse sévère du ménisque. Regardez cette entorse ici en coupe transversale.
entorse sévère du ménisque, vous voyez, c'est tout noir. Nous, on dit hypoéchogène. La surface osseuse est irrégulière ici. C'est une lésion très sévère. Eh bien, pour gérer cette lésion, dont on a une documentation ici à l'aide d'autres techniques, notamment par scanner, hein, on peut diagnostiquer ces lésions de ménisque par scanner. Pour gérer cette lésion-là, évidemment, on peut infiltrer l'articulation, mais aussi, on peut aussi gérer l'activité du cheval pour éviter d'aggraver la lésion et permettre au cheval de tolérer. Comment? Eh bien, on sait par exemple que quand on fléchit le grasset, quand le cheval fléchit son grasset, comme ici, il y a une tension sur la face antérieure, sur la tache crâniale des ménisques. Donc cette lésion, elle est due à des flexions répétées, exagérées du grasset quand le cheval saute l'obstacle. Et c'est illustré ici. La flexion du grasset entraîne une traction sur les attaches crâniales des ménisques. Comme vous le voyez ici, traction sur l'attache crâniale des ménisques. Et par ailleurs, quand le cheval fait des mouvements de rotation, eh bien, de la même façon, on comprend bien que quand le plateau tibial va tourner d'un côté, on va tirer sur le ménisque qui est situé de l'autre côté, notamment sur le ménisque interne. Donc on va essayer d'éviter, pendant le protocole de rééducation du cheval, les séances de saut trop prolongées et éviter le travail sur le cercle. Parce que le travail sur le cercle, effectivement, génère des mouvements de rotation du tibia. Et là, si on pousse plus loin l'analyse, on peut se dire que on va bien sûr réduire les séances de saut, réduire le travail sur le cercle, et je pense que dans ces cas très particuliers de lésions méniscales, des attaches crâniales, les exercices dans l'eau, par exemple, sont contre-indiqués. Pourquoi? Parce qu'un cheval dans l'eau, il fléchit le grasset. Hein, quand on le met à la mer, comme ici sur la plage de Cabourg, vous voyez bien ce trotteur qui fléchit le grasset. Donc tout exercice qui provoque des flexions répétées du grasset sur de longues périodes est contre-indiqué. Évidemment, on va réduire les séances d'obstacles intenses, hein, sur ces chevaux qui ont des lésions méniscales. Ici, c'est un cheval qui saute un obstacle à Lexington en concours complet, simplement pour vous montrer, regardez, la flexion très forte du grasset sur un cheval à l'obstacle. Hein, il est clair que le saut d'obstacle prédispose à ces lésions méniscales crâniales. Et voici notre cheval, le même, idem, qui a fait deuxième du championnat de France 4 mois après le diagnostic. Et vous voyez comment, championnat de France Pro 1, hein, comment un cheval avec des lésions méniscales, avec une gestion appropriée, peut continuer sa carrière sportive. Quand on parle de kinésithérapie, physiothérapie, tout ça, hein, souvent les professionnels nous disent « mon cheval il a mal au garrot ». C'est un problème assez fréquent qu'on nous soumet. En réalité, les vraies douleurs de garrot, comme celle-ci, sont assez rares. Ça, c'est des lésions de processus épineux au niveau du garrot. Vous voyez ici, des vertèbres normales, il y a un bel espace entre les apophyses épineuses des vertèbres. Ici, il n'y a plus d'espace. C'est une lésion de processus épineux à ce niveau-là, c'est assez rare, hein, mais ça existe. Et alors, quand on connaît la biomécanique du ligament nucal, par exemple, quand le cheval baisse l'encolure, les apophyses épineuses du garrot s'écartent. Hein, donc, ce sont des exercices qui peuvent être prescrits sur la base des connaissances biomécaniques. Un problème de garrot, on peut avoir aussi des fractures, d'anciennes fractures. Mais ce cheval-là, en fait, il avait une fracture dans le jarret. Et il tolérait très bien ces anciennes fractures du garrot. Hein, les problèmes de garrot, les douleurs de garrot peuvent être liées par ailleurs à des lésions assez sévères, assez rares, mais assez sévères, entre deux vertèbres, des lésions inflammatoires, parfois d'origine infectieuse, des lésions de discospondylite. Simplement pour vous dire que il y a beaucoup de chevaux qui sont suspectés d'avoir des problèmes de garrot, mais on peut difficilement gérer efficacement en physiothérapie un problème de garrot si on n'a pas une idée claire du problème. Voilà d'autres chevaux qui sont sensibles au niveau du garrot. Des chevaux qui ont des lésions intervertébrales, de la colonne vertébrale cervicale basse. Vous voyez ici à la radio, avec une prolifération osseuse marquée. Ici sur un squelette, on voit des zones d'ostéolyse, d'inflammation chronique sur l'os qui étaient très marquées. Hein, et évidemment, quand on connaît ces lésions-là, on sait non seulement les exercices qui sont appropriés, mais on sait aussi les exercices qui sont contre-indiqués. Et il est complètement contre-indiqué de tordre l'encolure de cette façon-là pour justifier un assouplissement du cheval. Un cheval normal, il sait faire une latéroflexion de l'encolure. Moi, je n'aime pas du tout ces mouvements-là parce qu'ils peuvent générer de la douleur chez les chevaux. En ce qui concerne les lésions dorsales, la kinésithérapie des lésions dorsales, évidemment, le dos, il est très sollicité lorsque, sur un cheval de CSO, plus sollicité chez les chevaux qui sautent, hein, et notamment chez les chevaux de CSO parce que c'est des sauts en cloche. Sur le cheval de steeplechase ou de concours complet, le cheval fait un saut tendu, il articule moins son dos. Hein. Donc les lésions dorsales sont fréquentes dans cette discipline.
voici des lésions sérieuses de processus épineux. Bah, on a montré il y a plus de 20 ans en biomécanique, ça fait même 30 ans maintenant, en biomécanique, que quand le cheval baisse l'encolure, les apophyses épineuses sous la selle, quand il baisse l'encolure, les apophyses épineuses qui sont sous la selle s'écartent. Hein, donc on a une flexion thoracique. Donc encore une fois, l'abaissement de l'encolure, qui est en fait une flexion, ce n'est pas une extension, hein, mais l'abaissement de l'encolure permet de diminuer les pressions au niveau des apophyses épineuses lésées. Hein, donc ce sont de bons exercices qu'on peut utiliser en matière de rééducation, de rééducation, de travail des chevaux qui ont ce type de problème sous la selle. L'abaissement de l'encolure favorise donc la mécanique du dos sous la selle, et notamment chez les chevaux qui ont des lésions. On peut avoir des lésions très sévères dans le dos, comme des lésions d'arthrose. Ici, vous avez des lésions d'arthrose en région lombaire, c'est-à-dire en arrière de la selle, chez cette jument de haut niveau. Hein, on a des lésions sévères d'arthrose en arrière de la selle. Et bien, de la même façon, si on veut gérer ces lésions d'arthrose qui peuvent exister de façon précoce, ici, sur une pouliche de 18 mois, vous voyez, on a déjà de l'arthrose. Une pouliche pur sang de 18 mois qui n'a pas encore été montée. On a déjà de l'arthrose. Hein. Eh bien, il est bien connu en médecine humaine que les dorsalgies, si on veut gérer la douleur des dorsalgies, il faut rééquilibrer les contraintes mécaniques sur la colonne vertébrale. Et rééquilibrer les contraintes, c'est chez le cheval, développer les muscles psoas, les muscles qui sont situés sous la colonne vertébrale. Vous voyez les muscles psoas ici. Hein, et alors, ces muscles psoas, on ne les voit pas sur le cheval vivant parce qu'ils sont cachés par d'autres muscles. Mais quand le cheval fait un reculé comme ça, on voit très bien que le muscle psoas, il travaille. Pourquoi? Parce que le cheval ne contracte pas ses muscles abdominaux. L'avancée du postérieur, quand le cheval recule, est due exclusivement au travail des muscles psoas. Hein, ceci pour dire que trouver des exercices de rééducation appropriés nécessite de connaître la biomécanique de chaque groupe musculaire. Hein, c'est un bon exemple. Ici, par exemple, vous avez un cheval qui recule, c'est un cheval manga larga au Brésil. Hein, c'est une race qui est très prédisposée au dressage. Vous voyez, c'est un reculé rapide là, que j'ai filmé au ralenti. Mais ce cheval-là, il ne contracte pas ses muscles droits de l'abdomen, il contracte uniquement ses muscles psoas. Donc le reculé est un exercice favorable, si vous voulez, à la gestion des douleurs dorsales. Et même le reculé associé à des exercices d'élongation. Ici, vous avez Michel Robert qui a contribué à ce livre-là que j'ai sorti récemment, là, Biomécanique et gymnastique du cheval. Donc Michel Robert qui montre bien ici l'élongation des muscles du dos. Hein, quand le cheval baisse la tête, comme je l'ai dit, il écarte ses apophyses épineuses. Si les apophyses épineuses s'écartent, c'est que les muscles du dos aussi s'allongent. Donc, rééquilibrage, travail musculaire et élongation sont favorables à la kinésithérapie active des lésions dorsales. Donc, vous comprenez que pour faire ça, on a besoin d'identifier les problèmes du cheval. C'est tout le problème de la physiothérapie et de la rééducation. Il faut savoir ce qu'on traite. Hein, on a besoin d'identifier et de documenter les lésions. On a besoin d'une connaissance de la biomécanique des éléments lésés et puis une connaissance des exercices qui permettent de réduire les contraintes pour réduire la douleur ou parfois de stimuler les éléments lésés pour les faire cicatriser de façon à obtenir à terme des structures anatomiques qui sont plus prédisposées à des exercices sportifs. Donc l'objectif évidemment de toute cette kinésithérapie active par le travail approprié, et le travail en réalité c'est l'entraîneur et le cavalier qui le font, mais sur prescription d'exercices bien standardisés, c'est d'éviter l'aggravation, stimuler la cicatrisation par un apport vasculaire et par une adaptation des tissus. Parce qu'un tendon qui travaille cicatrise mieux qu'un tendon qui est hors peau. Il faut savoir ça aussi. Un os qui travaille cicatrise mieux qu'un os qui est hors peau. Et les moyens, bien sûr, comme je l'ai vu, comme je l'ai indiqué, c'est la ferrure kinésithérapique, un sol, il va falloir que je parle plus fort que les autres, un sol adapté aux lésions, et puis le choix de la nature des exercices et de l'intensité des exercices. La nature des exercices et l'intensité. Une partie de la rééducation active des troubles locomoteurs est aussi la gymnastique. Regardez ça, c'est un cheval qu'on a vu cette semaine au centre. Vous voyez, quand il aborde des barres au sol à main gauche, tout se passe bien. Quand il aborde des barres au sol à main droite, vous voyez, il se désunit devant. Il se met à faux devant. Il se réceptionne sur la mauvaise main. À main gauche, tout va bien. Ça, c'est le problème du cheval, c'est le problème du cavalier. Quand il aborde le cheval à main droite, le cheval se désunit des antérieurs. Il place l'antérieur droit à faux. Et donc, ça, des exercices au sol appropriés peuvent aussi améliorer certains gestes sportifs qui peuvent être
défavorable à la performance. Dans la rééducation active, comme on l'a vu avec M. Lereté avant, hein, les exercices en milieu aquatique, piscine, mer, tapis roulant peuvent être utiles. Alors ce que j'ai vu là à Doha, c'est à Doha au Qatar, hein, en regardant des pur sang piscine, c'est que la technique utilisée par les différents chevaux est complètement différente. Hein. Tous les chevaux ne nagent pas de la même façon. Hein. Il y en a qui crawlent, il y en a qui font de la brasse, on verra ça tout à l'heure avec M. Lereté. Hein, mais il y en a qui utilisent les antérieurs, il y en a qui utilisent les postérieurs. Donc c'est intéressant de voir que ce serait intéressant d'analyser les variations inter-individuelles de la nage chez certains chevaux pour savoir comment ils sollicitent les diverses parties de leur appareil locomoteur et puis de voir s'il y a un effet, par exemple, sur les groupes musculaires sollicités. Et maintenant, on sait très bien mesurer le développement musculaire par échographie, par exemple. Ici, vous avez les muscles, c'est une coupe transversale du dos sur une trotteuse avec les muscles extenseurs, les muscles fléchisseurs. On peut parfaitement mesurer le développement musculaire des muscles fléchisseurs avec l'échographie. Et ça permettrait d'avoir une meilleure connaissance des indications et des contre-indications de chaque type d'exercice, et puis les protocoles de traitement les plus appropriés. En matière de kinésithérapie passive, bien sûr, tous les exercices de mobilisation, de massage dont je ne vais pas parler en font partie. La mobilisation, hein, par exemple ici, la rétraction du postérieur pour allonger les muscles antérieurs de la cuisse, notamment ce muscle-là qui est le tenseur du fascia lata, sont appropriés. Hein. Ils sont décrits dans ce vieux livre de kinésithérapie que j'avais fait avec Jean-Pierre Pailloux. Mais c'est intéressant de savoir que quand on a par exemple une fracture de la hanche, une hanche coulée, hein, un exercice en rétraction peut permettre de conserver une élasticité suffisante des muscles du dos, des muscles de la cuisse concernés. Beaucoup de tests en mobilisation, d'exercices en mobilisation sont décrits dans des petits livres qu'on trouve un peu partout maintenant. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours exactement ce qui se passe. Hein, et quand on veut faire une analyse fine de ce qui se passe en latéroflexion, par exemple, on s'aperçoit qu'il se passe exactement des choses opposées en région thoracique par rapport à la région lombaire. Par exemple, la même rotation à droite va diminuer les pressions sur les apophyses articulaires gauche en région thoracique, va augmenter les pressions sur les apophyses articulaires gauche en région lombaire. Donc, bon, c'est peut-être un petit peu difficile pour vous de comprendre ça d'une façon aussi abrupte, mais il faut savoir que dès qu'on touche à la mobilisation du dos, dès qu'on mobilise le dos du cheval, les articulations profondes, les petites articulations profondes vont se mettre à bouger. Et elles bougent d'une façon qui est stéréotypée. Donc en connaissant la façon dont ces articulations bougent, on peut définir quels sont les chevaux qui méritent d'être mobilisés, quels sont les chevaux sur lesquels on peut avoir des contre-indications et quel est le sens de la mobilisation, s'il faut faire plus des mobilisations droite ou des mobilisations gauche. Bref, tout ça, ça s'analyse. Et jusqu'à présent, je trouve que la réflexion en matière de mobilisation n'est pas allée assez loin. Enfin, bien sûr, quand on parle de kinésithérapie ou de physiothérapie, j'aime pas trop le terme de physiothérapie parce que c'est la traduction anglaise de kinésithérapie. Et kinésithérapie, ça veut dire thérapie par le mouvement. Il n'y a rien de plus noble que de rééduquer un cheval ou de traiter un cheval par le mouvement, parce qu'un cheval, c'est fait pour bouger. Physiothérapie, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça vient des Anglais, mais ils se moquent un petit peu de l'étymologie, eux. Bon, bref, en matière de technique instrumentale, c'est toujours la même approche. Si on veut progresser dans l'usage de techniques de physiothérapie, on va dire, ondes de choc, électrostimulation, cryothérapie, etc., il faut premièrement savoir ce qu'on traite. Si on ne sait pas ce qu'on traite, comment voulez-vous dire que telle technique est efficace sur telle lésion? Ce n'est pas possible, donc il faut savoir ce qu'on traite. Il faut identifier et documenter la cause. Il faut standardiser les protocoles de traitement. Il faut faire un suivi des chevaux, et tout ça, ça permet de documenter des éléments qui, à terme, nous permettront de dire eh ben, pour telle lésion, telle technique est plus adaptée selon tel protocole. Et c'est l'objectif des années à venir de progresser un petit peu sur l'usage de l'électrothérapie, par exemple ici illustré sur le dos d'un cheval, par exemple pour la réinnervation des muscles ou l'augmentation de tonus. Ça, c'est une jument, vous voyez. Elle a une amyotrophie terrible de l'épaule, cette jument-là. Les muscles sont complètement fondus, les muscles supra- et infraépineux. C'est lié
une lésion du nerf suprascapulaire. Hein. Eh bien, si on stimule les muscles de cette jument, même lorsqu'elle n'est pas énervée, même lorsque le nerf n'est pas réparé, n'a pas repoussé d'une façon satisfaisante, on peut lutter contre son instabilité de l'épaule, parce que cette atrophie musculaire entraîne une instabilité de l'épaule. Et tout ça, encore une fois, ça peut s'analyser et on peut documenter la progression. Bon, c'est la fin de mon intervention. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Kinésithérapie et réadaptation, c'est un champ disciplinaire très vaste, très spécifique. Il y a nécessité, à mon avis, d'une véritable formation dans ce domaine-là, avec une approche professionnelle et scientifique, si on veut progresser, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on fait et on ne sait pas ce qu'on traite et on n'a pas suffisamment d'éléments. Et les conditions nécessaires pour progresser dans ce champ qui est passionnant, hein, c'est d'avoir de solides bases fondamentales en matière d'anatomie et de biomécanique, d'avoir une approche pragmatique des situations, et pas de dire j'ai vu un cheval qui avait ça, j'ai fait ça, et il va mieux. Ça ne permet pas de progresser. Hein, il faut avoir une approche pragmatique et documenter des situations. C'est pour ça que je dis pas de blabla, il faut de la documentation. Moi, en matière de kinésithérapie, je ne crois que ce que je vois. Hein, si on n'est pas capable de voir les différences, c'est que ça ne marche pas. Hein, donc si on prend une vidéo avant, une vidéo après, on doit pouvoir voir la différence. À côté de la kinésithérapie, c'est-à-dire traitement, hein, il y a tout un champ d'activité et d'établissement de soins et d'entretien de la condition physique, comme celui de M. Lereté, là, hein, qui sont installés, qui ont déjà acquis de l'expérience et qui sont utiles, bien sûr, à la rééducation des chevaux et à l'entretien de la condition physique. Mais également dans ce type d'activité, il y a un besoin de standardisation des protocoles de soins et de documentation des effets. Un besoin de documentation des effets, soit par vidéo sur la locomotion du cheval, soit par échographie pour voir la cicatrisation, soit par radiographie. Et à terme, bien entendu, cette documentation doit permettre une meilleure sélection des indications et des contre-indications. Et il y a évidemment une collaboration nécessaire avec les vétérinaires, comme l'indiquait M. Lereté. Et tout cela, hein, toute cette approche multidisciplinaire permet d'améliorer le service à la filière équine. Je vous remercie de votre attention. Merci à Jean-Marie Denoy pour cette magnifique présentation. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Sinon, en attendant, je veux bien me dévouer pour lui poser une première question. Pensez-vous, monsieur le professeur, que ces différentes techniques puissent être également utilisées? On a vu qu'elles étaient formellement recommandables, en tout cas envisageables dans la récupération de certains chevaux qui ont des vraies pathologies. C'est essentiellement de celle-là dont on a parlé dans cet exposé. Et pensez-vous qu'on puisse envisager d'utiliser toutes ces techniques pour des chevaux normaux, simplement sportifs, comme on le fait chez l'homme pour les athlètes, pour les sportifs, pour les rugbyman, pour les tennisman, pour les basketteurs, qui bénéficient de plein de techniques en récupération après leurs efforts intenses? Bon, oui, évidemment, oui. Bah, moi, en humaine, je distinguerai les rugbyman qui ont des vrais problèmes et les autres bon, qui en ont peut-être moins, mais bon. Ça, c'est du racisme sportif. Non, parce que... Bon, non, c'est sûr. Mais, non, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Hein. C'est la kinésithérapie de lésion, celle que j'ai présentée, hein, qui est une aide indispensable à nous, vétérinaires, pour faire récupérer des chevaux qui ont des lésions sévères. Hein, ça, c'est indispensable, la kinésithérapie. Et à côté de ça, il y a des activités de soins, hein, et de bien-être qui peuvent être utiles à la performance, sur tous les chevaux, évidemment. Hein. Mais c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que je pense que si c'est dans l'objectif d'améliorer le confort et le bien-être d'un cheval, tout cheval est une indication, hein, pour des techniques de soins et de bien-être, évidemment. Mais ce que j'ai présenté ici, c'est plus de la kinésithérapie sur des sportifs qui ont des lésions. Et en réalité, docteur Pécher, vous savez comme moi qu'il n'y a pas de sportifs qui n'ont pas de lésions. Ça n'existe pas. Hein, c'est la raison pour laquelle, en particulier pour les sportifs de haut niveau, je pense qu'un bilan médical à la base est utile, sinon indispensable, pour pouvoir mettre en œuvre les techniques les plus appropriées. Merci. Y a-t-il des questions éventuelles? Écoutez, nous allons poursuivre cette réunion par une troisième partie.